avoir une idée de notre planète dans moins de 15 ans? Alors, fermez les yeux, laissez-vous guider, nous allons décoller cap en 2030. Le monde a changé. À intervalles réguliers, en raison du réchauffement climatique, cyclones et tornades balayent les îles qui n'ont pas encore été englouties. La plupart de ses habitants ont fini par fuir, lassés de se sentir menacés en permanence, de perdre leur maison, de devoir tout reconstruire ou de risquer leur vie. Les pays occidentaux, l'Europe, les États-Unis, premiers responsables du réchauffement, sont pourtant moins touchés par ces conséquences que les pays du Sud, qui font face aux sécheresses, aux incendies dévastateurs, aux tempêtes, aux inondations. Les populations fuient pour survivre, mais elles se heurtent à des murs. Partout, les pays riches ont érigé des murs de la peur. Les États-Unis contre les Mexicains, certains pays européens contre les migrants qui tentent d'entrer par l'Est. Et la situation est à ce point critique dans ces camps où les réfugiés manquent de tout. Des camps de réfugiés, partout, se sont multipliés. Les plus grands comptent plusieurs millions de personnes. Terre d'accueil pour près de 2 millions de réfugiés. Mais ne croyez pas que les pays du Nord échappent aux effets du réchauffement. Loin de là même. En montagne, l'or blanc a disparu. Ça et là, les glaciers souffrent. Il arrive souvent que, brusquement, des milliers de tonnes de neige se détachent de la montagne avec une pression dévastatrice, emportant tout sur son passage. Imaginez l'équivalent de 20 éléphants par mètre carré. En montagne, plus aucune zone habitée n'est à l'abri. Et loin des montagnes, les villes qui n'ont pas pris de mesures drastiques sont devenues irrespirables. Dans les campagnes, la transition agricole tarde encore. Les gros agriculteurs ne veulent pas admettre que les produits chimiques sont désastreux pour les pollinisateurs. Il ne reste presque plus d'abeilles dans les champs, tuées à petit feu par les pesticides. Elles sont pourtant indispensables pour cultiver fruits et légumes. Il ne vous a pas échappé que nous vous avons embarqué un peu à votre insu, comme ça, un peu dans le désordre, Cap 2030. Alors, pourquoi Cap 2030? Pour plein de raisons, mais la principale, c'est que vous serez aux commandes. Donc, tout ce qu'on a décrit, qui était assez dramatique et même désespéré, ne va pas avoir lieu, parce qu'on va bouger. Le premier qui a bougé, aujourd'hui, c'est Édouard, en prenant l'initiative de ce format, qui n'est pas vraiment une conférence, qui n'est pas vraiment un cours, qui n'est pas vraiment... En fait, c'est un bout de chemin. Alors là, on a pris l'avion, on est à reparler aux îles Fidji, mais là, on va faire des mobilités plus soft. On va essayer de faire un bout de chemin ensemble pour vous faire partager nos convictions. Alors, au-delà des convictions, vous verrez pourquoi, et le titre de la conférence, si on appelle ça une conférence, voilà, c'est effectivement un sujet fondamental qui est la disparition silencieuse de la biodiversité. On est un peu là pour rompre ce silence. Donc, je redonne la parole à Édouard. Avec tous mes remerciements, c'était courageux de sa part de se lancer dans ce truc-là. Voilà, on va tâcher de passer un petit moment ensemble, sans que ce soit plombé par tout ce qu'on entend sur toutes les catastrophes à venir. Je dirais deux choses. Une chose qui est une citation du secrétaire général des Nations Unies, qui dit « Nous allons droit dans le mur et nous avons le pied sur l'accélérateur. » Donc peut-être qu'on peut lever le pied. On va voir ça ensemble, pendant une grande heure. Une autre citation qui m'est plus personnelle,
c'est sur le bonheur. Alors vous vous disiez, mais ce n'était pas pour le bonheur qu'on est venu, on est venu pour des catastrophes planétaires et tout. Non, il y a une part de bonheur. Le bonheur, c'est un rêve d'enfant réalisé à l'âge adulte en 2030. Bonjour à tous, merci d'être là, merci Jean-François. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Édouard Blanc-Munoz, je suis élève de seconde 4 et membre des éco-délégués de Notre-Dame du Grand Champ. Ça fait 2 à 3 ans maintenant que je m'intéresse au sujet du déclin de la biodiversité et notamment grâce aux nombreuses conférences organisées notamment par Lucas Badi et Philippe Grandcola, qui sont 2 chercheurs, l'un à la Sorbonne et l'autre au CNRS, auxquels j'ai eu la chance d'assister au sein de l'association de Jean-François, dont il aura l'occasion de vous en reparler un peu plus tard, qui ont donné du sens à mes engagements. Je vais peut-être laisser Jean-François se présenter. Tout de suite, maintenant, comme ça. Bon, alors je représente quelque chose qui est un peu un zombie dans l'univers du quotidien, qui est une association de solidarité internationale. Donc je suis vice-président et bénévole depuis quelques années, et c'est ça qui nous a donné l'occasion de faire cette rencontre et susciter ce hasard incroyable. Je vais vous dire quelque chose, mais le répéter à personne, c'est qu'une salle comme celle-là, jamais, c'est là, vous êtes là, mais d'habitude c'est des fauteuils rouges, avec des fauteuils rouges, vides, parce que ça n'intéresse personne. Voilà, c'est grave. Bon. Alors on va essayer de ne pas vous avoir trahi et de faire qu'en sorte vous n'êtes pas venu pour rien et qu'il vous restera une trace et peut-être plus qu'une trace. On en parlera tout à l'heure. Alors, tu m'as demandé de me présenter. Je vais présenter un peu plus tard l'association peut-être. Qu'est-ce que c'est que cette association et pourquoi on est là et est-ce qu'on est légitime? Voilà. Donc, au-delà du bénévolat et de cette conviction qu'il faut qu'on bouge, mais si on bouge tous les deux, Édouard et moi, et avec l'aide de ses parents aussi, sur la logistique, merci Sabrina, merci à vous, ben, ça ne servira pas à grand-chose. Alors que vous êtes une formidable chambre d'écho, incroyable, et puis vous êtes surtout terriblement concernés. Donc, ce que l'on pourrait dire, non, on en parlera tout à l'heure, c'est mieux. À tout à l'heure. Alors on va passer un peu plus d'1 heure ensemble. Pour des raisons pratiques, on prendra vos questions à la fin, mais cette conférence, elle a vraiment été faite pour qu'elle soit interactive. Vous allez être appelés à voter durant cette conférence, soit en levant la main, soit en scannant les QR codes que vous voyez sur les murs, sur les poteaux et qui sera affiché au plafond. Avec Jean-François, on aimerait que vous ressortiez d'ici en vous disant 2 choses. Premièrement, c'est j'ai compris. J'ai compris pourquoi est-ce que protéger la biodiversité, c'est essentiel, et sans biodiversité, il n'y a pas d'humanité. Et la deuxième étape, c'est qu'est-ce que je peux faire? On va essayer de vous faire passer de l'information à l'action en vous proposant à la fin quelques leviers qu'on peut tous mettre en place à notre échelle en tant que jeunes pour faire changer les choses. Alors sans plus tarder, on va commencer. Beaucoup d'entre vous connaissent le sens de la première image. Ce sont les warming stripes. Cette image, elle est importante car elle permet de visualiser ce que représente le réchauffement climatique. Vous l'avez vu partout, et notamment sur le grand livre du climat de Greta Thunberg. L'illustration, elle se lit de gauche à droite. Tout à gauche, ce sont les années 1970, et tout à droite, c'est l'année en cours. Chaque bande représente une année, et la couleur en indique la température. En bleu, ce sont les années les plus froides en moyenne que les températures pré-industrielles. Et en rouge, vous l'aurez deviné, ce sont les températures les plus chaudes. Sans surprise, plus on progresse vers la droite, plus on rentre dans le rouge foncé. Cette représentation, elle a pour but d'illustrer le réchauffement climatique de la manière la plus simple possible. Le but étant d'être compris de tous. Qu'on soit un prix Nobel ou alors quelqu'un qui n'aime pas forcément la physique à l'école, on cherche vraiment à représenter le réchauffement climatique de la manière la plus simple possible. C'est un peu comme si... Cette représentation, elle est importante parce qu'elle nous fait comprendre que c'est un peu comme si chaque année, on rajoutait à la planète une couverture en plus dont elle ne pouvait pas se débarrasser. Je vais vous donner un petit exemple que tout le monde connaît. Imaginez, on est en plein mois d'août, il fait une chaleur atroce, on n'arrive pas à dormir, on essaye de trouver la meilleure position, mais on n'y arrive pas. Et là, on vient vous rajouter une couverture encore plus chaude. Et chaque année, on vous en rajoute une autre. Alors, il y a un parallèle que j'aime bien prendre qui vaut ce qui vaut, c'est celui de votre propre corps. Si j'augmente votre température interne de 1 degré, bon, vous allez vous sentir un peu patraque, mais vous allez vous en sortir. Si j'augmente votre température interne de 5 fois 1 degré, vous n'êtes pas 5 fois patraque, vous êtes mort.
Ça donne une bonne image. Le réchauffement climatique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'une augmentation de 5 degrés, c'est pas 5 fois 1 degré, non, c'est considérablement plus grave. C'est considérablement plus grave. Alors, il y a une autre erreur que j'entends beaucoup, qui est celle de confondre climat et météo. On se dit tous que le mois de mai a été assez pourri en France. C'est vrai. Mais alors attention, ce qu'il faut se dire, c'est que Paris, c'est pas la France, et la France, c'est pas le monde. Si on prend New Delhi, en Inde, à l'heure où on parle, on a atteint un pic de température historique auquel les Indiens n'ont jamais fait face, qui a atteint 50 degrés, et c'est un peu le problème en ce moment. Voilà, donc en fait, le mois de mai 2024 a été le mois de mai le plus chaud jamais enregistré sur Terre, bouclant ainsi en fait 12 mois consécutifs de température extrême. Alors en revanche, peu de personnes connaissent le sens de cette image. Alors, elle est totalement corollaire à la première image, mais celle-ci illustre la perte de la biodiversité. Le changement climatique, ce n'est pas seulement une histoire de température croissante. Il affecte également les écosystèmes, entraînant une diminution de la biodiversité. Les espèces, elles disparaissent à un rythme accéléré en raison des changements de leur habitat naturel et des conditions de vie des animaux. Tous les jours, on doit faire face, c'est triste, mais tous les jours, on doit faire face à un déni des sciences. Je pense qu'on a tous dans notre entourage un proche ou alors un oncle climato-sceptique qui va nous dire que le réchauffement climatique, ça n'existe pas et qu'il se rappelait déjà que dans les années 70, il faisait tellement chaud qu'il passait déjà la nuit dans son garage. Alors, notre avenir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il dépend étroitement d'un climat stable et d'une biodiversité saine. On ne parle pas assez du terme de biodiversité scepticisme, pourtant tous deux dépendent de notre avenir et de l'avenir de nos futurs enfants. Est-ce que cette première idée, elle est claire pour vous ? Est-ce que Jean-François, tu peux peut-être nous parler de ce qu'est la biodiversité et de quoi on parle en fait quand on parle de biodiversité ? Oui, alors la biodiversité, je ne vous cache pas qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas, on ne savait pas ce que c'était. Par contre, on a toujours beaucoup aimé parler de la nature. Ah, la nature, c'est romantique, c'est souvent sublimé. Mais en fait, l'homme, il se tient à distance de la nature. Il se dit, c'est beau la nature, mais c'est peut-être un peu maléfique, faisons gaffe. Alors, par exemple, ici, on est bien placé avec le parc du château de Versailles. C'est bien ça, hein, je ne me trompe pas, on est bien à Versailles. Okay. Donc, il y a un parc, oui, j'ai entendu parler, et il n'y a pas de nature. Il n'y a pas de nature, tout est domestiqué, tout est aligné, terrible. Voilà. Et on a vécu avec ça depuis toujours. Hein. Un autre illustre personnage de Versailles, qui était souvent là, la Fontaine, le corbeau et le renard. Alors, Maître Corbeau, dans son arbre, tenait un fromage, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de nature. Voilà. La nature, c'était quelque chose d'à part, et surtout, l'homme était à distance. Et tout d'un coup, patatras, incroyable, la biodiversité. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Alors, c'est clairement des avancées, des moyens, en particulier tout ce qu'on a entendu parler sur les microscopes électroniques, parce qu'au XVIIIe siècle, il y a un gars qui avait un petit bout de verre, il commençait à regarder des trucs qui étaient tout petits, mais en fait, il ne voyait rien. Et puis, on a découvert, et puis on découvre qu'il y a des micro-organismes, qu'il y a des bactéries, qu'il y a des microbes, qu'il y a un écosystème, enfin qu'il y a une espèce de machine de guerre incroyable avec des petits soldats partout, dans des écosystèmes dont on n'aura pas beaucoup de temps de parler, mais dont on parlera quand même un petit peu, et qui font le vivant. Et par exemple, on ne parle jamais des sols. Il y a une loi qui vient de passer sur l'artificialisation des sols, mais les sols, c'est fondamental. Et on a atteint des chiffres incroyables. Là, on parle en milliards. Sur un hectare, on peut compter plus de vers de terre que d'humains sur la planète. Sachant que ces vers de terre, c'est des petits ingénieurs incroyables, infatigables, qui travaillent, qui transforment les choses, qui font des galeries, qui drainent le sol. Voilà. Et pourtant, on n'est pas dans une empathie formidable avec ces animaux-là. Donc c'est un petit peu ça dont on va parler. On va faire un petit peu le grand écart entre le minuscule, l'invisible, et puis les grosses bêtes dont va nous parler Édouard. On ne s'est pas réparti les tâches. Hein. Il n'y a pas les petites bêtes d'un côté, invisibles, et puis les grosses bêtes. Vous allez voir, tout ça, ça va dans le même sens. Sachant que sur le concept de biodiversité, c'est tout récent. Hein. Ça, à votre avis, ce nom, il est sorti d'un chapeau quand ?
Il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans? Hier? Oui? Tu m'as dit quelque chose de très bien, là. Combien? 20 ans, c'est pas mal. Alors un petit peu plus, un peu plus. Allez, on dit 30 ans. Alors on ne va pas vous asséner du tout de chiffres, ça ne serait vraiment pas cool de notre part. Mais néanmoins, un repère, 1992, à Rio de Janeiro, 196 pays inventent la biodiversité. Voilà. Et donc, il faut émerger tout ce bazar, et on pourra parler ou pas, je ne sais pas, par exemple du microbiote. Bon, on ne s'est pas réparti les tâches. Les gros mots, ce n'est pas moi qui les dis seulement. Hein. Il y a pas. Mais enfin, microbiote, quand même. Bon, vous êtes des élèves avisés en SVT, vous savez ce que c'est. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça que je savais ce que c'était. Et quand on m'a appris que j'avais des milliards de bactéries sur le corps et que la totalité de ces bactéries qui étaient indispensables au fait que je sois là, eh ben, 2 kilos, elles pèseraient 2 kilos. Donc là, on rentre dans un univers complètement fou et c'est un petit peu difficile à concevoir. Donc on va quand même essayer d'apporter une clarification à tout ça. Donc 1992, Rio, 196 pays décident de parler de la biodiversité et c'est un peu grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Je crois que j'ai fait le job, là, c'est bon? Okay. Je vais vous parler de la place de l'homme dans tout ça, la place de l'homme dans la biodiversité. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme, il ne se tient pas à côté, mais il fait partie intégrante de la biodiversité et on dépend largement de celle-ci pour vivre. Il y a un rapport récent qui rappelle qu'une personne sur 5 dépend d'algues, de champignons pour ses revenus et pour sa nourriture. 2,4 milliards d'êtres humains ont encore besoin de bois pour se chauffer. La survie de 70% des populations pauvres, est directement liée à la faune et à la flore sauvage. 50 000 espèces non domestiquées sont utilisées pour notre alimentation, pour nos loisirs et pour notre énergie. Parce que c'est aussi une dimension de la biodiversité. Je vais prendre une image qui va parler à tout le monde. On va se dire que ce théâtre, il représente la planète. Vous l'avez remarqué, l'homme, on est en plein milieu. Chaque brique qui compose ce théâtre représente une espèce. Si on enlève une ou deux briques, bon, on verra même pas ce qui se passe. Si on enlève une dizaine de briques, on commence à apercevoir les rayons du soleil, on commence à se dire qu'il commence à faire un peu chaud et qu'on devrait trouver quelques solutions. Si on enlève l'ensemble des briques du mur de droite, les projecteurs tombent, on perd tout le rang de droite, ils sont tous morts. Alors c'est triste, mais c'est aussi ça. En résumé, la biodiversité, ça sert à se nourrir, à respirer, à se chauffer et pour nos loisirs. Jean-François, tu peux peut-être nous faire un petit retour sur ton association ? Ah ben d'accord, alors non, je vais vous faire un peu bosser parce que là quand même, franchement, il ne faudrait pas que vous soyez venus pour rien. Donc j'ai évoqué l'idée d'association de solidarité internationale. Est-ce que parmi vous, il y en a soit qui connaissent, soit qui militent, soit qui ceci, soit une association de solidarité internationale ou une association de solidarité tout court qui vous brûle les lèvres, là, le nom? Oui? Oui, absolument. D'autres? UNICEF? Ah oui, c'est plutôt une agence des Nations Unies. UNICEF, ce ne serait pas vraiment un statut d'association. D'autres associations avec des médecins. Médecins sans frontières, absolument. Alors nous, on est un peu de cette veine-là, parce qu'à un moment donné, ce n'est pas forcément dans votre quotidien, mais il y a eu un mouvement incroyable qui a été le sans frontiériste, et qui a été initié par Médecins sans frontières. Et nous, on est agronomes et vétérinaires sans frontières. Vous voyez quelle originalité. Hein. Mais la différence, c'est que Médecins sans frontières, c'est très bien connu, incroyablement connu. Ils font un boulot fantastique. Et nous, alors soyez honnêtes, qui connaît, avant 5 minutes, là, qui connaissait, qui a entendu parler de cette association AVSF, un acronyme pas commode, Agronomes et Vétérinaires sans frontières? Soyez honnêtes. Qui la connaissait? Ben, vous êtes extrêmement honnête. Hein. Ben oui, c'est aussi un peu pour ça qu'on est là, parce qu'on fait du super boulot. On en parlera. Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant ou... Oui, alors, les associations, il y en a quelques-unes, un peu spécialisées. Médecins du Monde, Handicap International. Alors pourquoi sans frontières? Parce qu'il y a eu le Biafra. Et au Biafra, il y a eu un génocide monstrueux. Le Biafra, c'est une région, petite région pétrolière du Nigeria. Et les médecins se sont dit, eh ben non, ça suffit, on ne respecte pas les frontières.
voyez, on devrait peut-être faire ça un peu à Gaza aujourd'hui. Ils y sont allés, ils ont couru le risque, et c'est pour ça qu'ils s'appellent sans frontières. Là où des gens ont besoin de soins, eh bien, il faut pouvoir être là, quels que soient les dictateurs, quelles que soient les tyrannies, quelles que soient les violences des pays dans lesquels ils se trouvent. Donc sans frontières. Alors nous, on est des petits sans frontières. Je parle encore, tu me donnes une minute encore. Voilà. Alors, on est auprès, et là on revient un peu à la biodiversité, on est auprès de paysans. Alors on dit petits paysans, mais ce n'est pas forcément une bonne idée, parce qu'il y a peut-être des très grands paysans. Mais enfin, on a l'habitude de dire bêtement petits paysans. Donc c'est des gens qui ne s'en sortent pas. C'est ça que ça veut dire petits paysans. C'est des gens qui sont en charge de nourrir la planète, et qui le font bien, mais qui souvent n'arrivent même pas à se nourrir, à nourrir leur famille, par manque de savoir, parce qu'il y a des savoirs qui ont disparu. On ne va pas vous parler que de trucs sinistres ce soir, mais enfin, il y a un film qui vient de sortir, Pol Pot. Alors, je demandais à une petite nièce, tu sais qui c'est Pol Pot? Pol Pot. Non. C'est un génocide qui a eu lieu au Cambodge, où les Khmers rouges ont éliminé, éradiqué tous les intellectuels. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que tous les savoir-faire agricoles, tous les savoir-faire traditionnels ont disparu. Alors, il y a les Khmers rouges, mais il n'y a pas que les Khmers rouges. Il y a eu le génocide du Rwanda. Il y a eu tout ça, c'est partie intégrante de nous et de notre passé très proche. Donc, il y a des gens qui se sont levés, un peu comme les Médecins sans frontières. Nous, on s'est levés pour aller auprès de ces populations qui n'arrivent pas à vivre de leur terre. Alors, comme j'ai commencé à vous faire un peu bosser, finalement, c'est pas si mal. Je vais vous poser une colle. Ce petit paysan, il est de quel pays, par exemple? Au hasard, tchac. Allemagne. Allez, un autre pays. Un pays un peu plus du sud, un pays un peu plus sec. On dit plus sec. Oui. Libye, Congo. Congo. Oui. Alors le Sahel, en ce moment, ça ne se passe pas très bien au Sahel. Qu'est-ce que vous connaissez les pays du Sahel? Algérie. Mali, excellent. Mali, Burkina Faso. On est en plein dedans. Donc voilà, on est à l'écoute de ces paysans et on essaie de comprendre pourquoi ils ne s'en sortent pas. Alors pourquoi ils ne s'en sortent pas? Pour plein de raisons. Ils sont isolés, très isolés. Ils n'ont pas la chambre d'agriculture, ils n'ont pas le crédit agricole, ils n'ont pas surtout les élites, parce que les élites du pays, ils sont bien dans les capitales, dans leur capitale, ils sont bien dans des restaurants peut-être, à traiter des affaires. Mais aller dans un village, parler à un paysan, mais ça n'a aucun sens, c'est pas intéressant. Si, c'est pas mal pour montrer sa Mercedes, parce que finalement les paysans ils sont assez respectueux quand ils voient un ancien, un grand frère du village qui vient avec une Mercedes, ça paye. Je m'éloigne un tout petit peu et Édouard a l'ardente obligation de me ramener, hein, parce que là on va aller un peu loin. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Je disais, ces petits paysans, ils sont isolés, oui. Ils ont des sols pauvres, ils ont un climat très très pénalisant. Tu parlais de sécheresse. Voilà. Il faut passer entre les gouttes. Il faut arriver à faire pousser des trucs. Il a un terrain petit, 1 hectare, dans le meilleur des cas. Des graines. Les graines, c'est important, on n'aura pas trop de temps d'en parler, mais les graines, c'est un monde magique. C'est un monde magique. On ne doit pas en parler beaucoup, ni sur Instagram, ni sur TikTok, ni sur Facebook, mais les graines, c'est la magie, c'est la vraie magie. Voilà, donc ils n'ont pas des bonnes graines. Donc on va les écouter, on va être à leur côté, et on va faire en sorte qu'on va doubler leur production. Alors c'est là où je vous colle, doubler leur production. Alors, donc il y a le petit paysan en question, d'un pays du Sahel, et puis il y a nos agriculteurs qui défilent avec des tracteurs plus grands que ça, flambant neufs, totalement inutiles pour faire le boulot qu'ils font, mais il y a quand même un peu d'amour-propre à avoir un plus beau tracteur que son voisin. Bon, je fais un petit peu une incidente, je m'échappe pas trop longtemps là parce que ça va, c'est pas bien. Donc, d'un côté le petit paysan, vous êtes d'accord, et de l'autre côté celui
qui est dans la Somme, en Picardie, avec ses gros engins, et qui, lui, a combien d'hectares? Allez, faut pas que vous... 50, c'est bon, c'est très bon. Et c'est souvent 100, parce qu'à 50, il ne s'en sort pas. Il est endetté jusqu'au cou, parce que tout ce matériel, ça coûte une fortune, et puis il y a tout un système assez pervers qui fait qu'il ne s'en sort pas. Donc, il a au moins 100 hectares, et puis il va essayer d'acheter la ferme du voisin s'il peut, et voilà, comme ça, il y a beaucoup de petites exploitations qui disparaissent. Ça, c'est un peu de la biodiversité, et même beaucoup. Alors, j'en arrive à ma colle. Donc, le petit paysan du Sahel, le gros paysan de Picardie. Alors, est-ce que vous avez une idée du taux? Je ne sais pas si c'est clair, le taux. Mais par exemple, la production du paysan du Nord, elle est combien de fois supérieure à celle du petit paysan du Sud? Alors, 10, c'est pas mal, 10. Qui dit mieux? Qui dit mieux? On va faire les affaires. 60, c'est pas mal. Allez. Puissance 9. Allez. Vous n'allez pas me croire, parce qu'en fait, c'est 1000 fois plus. Et ça, c'est le rapporteur à l'alimentation des Nations Unies, Marcel Mazoyer, qui l'a écrit noir sur blanc. Je n'y ai pas cru, j'ai vérifié. 1000 fois plus. 1000 fois plus. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous paraît bizarre et à quel point on peut marcher sur la tête? Que les gens qui produisent 1000 fois plus s'en sortent pas et se suicident. Et puis il y en a d'autres qui survivent. Alors, tout ça pour dire que quand vous doublez la production du petit paysan qui arrive avec difficulté à faire, mettons, 1 tonne de céréales par an, sur son petit terrain, avec ses petites graines, avec son mauvais climat, tout ça, ce bazar, et bien quand on va doubler, c'est le roi du pétrole. Parce qu'il va payer des uniformes à ses enfants. Condition absolue pour aller dans les écoles, parce que les uniformes qu'on invente ici, c'est depuis toujours en Afrique. Voilà, ils sont fiers, mais pas d'uniforme, pas d'école. Médicaments, médicaments c'est rare, mais voilà, on peut s'acheter des médicaments. Il y a des choses qu'on peut faire, parce qu'on a doublé sa production. Alors, on n'envisage pas du tout de doubler la production du paysan du Picardie ou du Nord. Ça, on n'y arrivera pas. Hein. On ne va pas passer à 2000 tonnes, ok? Mais nous, on est modeste. Hein. On est sans frontières, on y va, là, on est modeste, on écoute. On est 300 à peu près dans le monde, hein, auprès des communautés paysannes, et on va les aider à doubler leur production. Ils vont passer d'1 tonne à 2 tonnes. Et ça va être formidable pour eux. Alors, si j'ai encore... si je peux peut-être résumer rapidement, Jean-François, vos activités à AVSF, qui est, vous l'auriez compris, Agronomes et Vétérinaires sans frontières, qui est une association que préside Jean-François. C'est une association de coopération internationale, en fait, qui vise à protéger la biodiversité en promouvant des pratiques agroécologiques auprès des paysans et paysannes de la planète, en luttant contre les pesticides et en travaillant main dans la main avec ces agriculteurs pour faire face aux gros industriels et protéger leur habitat, ses habitants et leur culture. Est-ce que c'est un bon résumé? Excellent, Édouard. Tu as lâché le mot que j'ai oublié, qui est maître mot, agroécologie. Hein. Alors, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va parler d'agroécologie. On a déjà parlé un peu du climat, on parle de la biodiversité, on a encore plein de trucs à voir. Et puis même des propositions à vous faire. Donc, l'agroécologie, c'est aussi magique que les écosystèmes et que la biodiversité. Vous voyez, on a de la magie à portée de nous. Je vais dire quelque chose de très personnel. Nous sommes biberonnés depuis 50 ans par les rois du marketing et de la pub, qui nous vendent des trucs totalement inutiles et souvent néfastes. C'est dommage que je ne puisse pas vous proposer de regarder un album des publicités américaines qui invitaient les femmes enceintes à boire de la bière, les gens à fumer. Et on est encore sur cette trajectoire et on ne s'en sort pas avec le glyphosate, les pesticides et tout. Donc toutes ces évidences, il faut y arriver à leur tordre le cou. Et c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on a énormément besoin de vous. Alors je termine. Ne t'impatiente pas, j'y arrive. Je vais faire court. Comment on travaille? On travaille, alors on a dit agroécologie, c'est déjà pas mal.
sur les filières. Filières, c'est un peu du jargon. Mais si je vous parle de vanille, de Madagascar, que les gens ont comme ça en tas dans la poussière, ils n'imaginent pas que leur vanille, c'est un produit précieux. Vous l'avez peut-être vu, vous, dans des éprouvettes au Monoprix. La vanille, produit rare. Vous voyez, pour eux, c'est leur quotidien. Et ils n'ont pas le moyen de le valoriser. Si je vous parle de cacao, ça vous dit, au bout du cacao, il y a le chocolat. Et ça, on pourra y revenir parce que c'est la clé de voûte du commerce équitable. Là aussi, on s'occupe un peu de ça. Je peux vous parler des mangues. Comment les cueillir pour pas qu'elles pourrissent, pour pas qu'on les exporte et qu'elles arrivent aux États-Unis où il y a des niches incroyables. Donc, voilà, il y a des produits rares. Il y a en Mongolie. Alors tout ça, c'est des pays, je ne suis pas par hasard, hein, je vous parle de ces filières, c'est parce que Agronomie vétérinaire sanitaire est présent là-bas. Et vous voyez la diversité des sujets. La laine mohair, les biquettes là, qu'on tond. Il n'y a pas de métier à tisser, alors on les tond un peu n'importe comment. Là aussi, c'est poussiéreux, c'est dans un coin, c'est dans des sacs. Nous, on va aller après les gens, on va les apprendre à tisser et surtout à les réconcilier avec leurs pratiques, leur savoir-faire traditionnel et leur dire qu'ils ont des produits précieux qu'il faut valoriser. Et c'est en valorisant ces produits, en les faisant accéder à des marchés. Un exemple qui va vous parler, je parle du mohair. Le mohair, il a été laminé par les Chinois, et donc il n'y a plus de mohair de bonne qualité. Et donc on trouve en Mongolie, petit à petit, depuis qu'on y est, qu'on y travaille, du mohair de bonne qualité. Et Hermès est intéressé. Hermès, c'est une marque que vous connaissez. Valrhona, pour le chocolat, pareil. Valrhona, il cherche des chocolats de qualité, mais il n'y en a plus. Voilà. Donc, des niches, l'agroécologie, des filières, peut-être que vous voyez un peu mieux ce qu'on fait. Et surtout, si certains d'entre vous, ça leur paraît intéressant, eh ben, on peut faire des choses ensemble, dans cette idée-là, franchement. Voilà, j'ai débordé, j'imagine. Mais... Oui, Jean-François, tu nous parlais du cacao. Si on prend un produit, par exemple, que tout le monde aime ou presque, comme le chocolat, il faut savoir que le cacao, il dépend de la pollinisation animale, dont Jean-François vous en reparlera un peu plus tard, le rôle de ces insectes pollinisateurs en fait, dans la biodiversité. Et du coup, c'est un peu comme 75% des cultures alimentaires mondiales qui dépendent de ces pollinisateurs, en fait, et sa production, elle est confrontée au déclin de cette diversité de pollinisateurs. Si on prend un petit si on s'attarde un peu sur la forêt, vous avez tous entendu l'argument qui est de c'est pas grave de couper des arbres, on en replantera. Alors déjà, la capacité d'être un puits de carbone, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité pour un arbre de transformer du dioxyde de carbone en oxygène. Elle est nettement inférieure chez un jeune arbre qu'à un vieil arbre. Selon une nouvelle étude, les arbres les plus anciens des forêts, ils aident en fait à préserver l'ensemble des écosystèmes qui se trouvent à leurs pieds. Donc en d'autres termes, un arbre, c'est un peu le gardien des forêts. Et c'est le cas du lichen des loups, qui est une espèce d'arbre qui est menacée en France et en Europe, qui trouve refuge aujourd'hui dans les Pyrénées. Et il y a une nouvelle étude qui relève pour la première fois le rôle décisif en fait, de ces arbres les plus anciens dans la conservation des êtres vivants grâce à leur physiologie unique. Donc la biodiversité, ça protège les arbres et ça les protège du réchauffement climatique. En gros, les forêts, c'est essentiel. Parce que c'est compris pour tout le monde. Alors maintenant, on va faire un petit jeu. Je vais poser les paris et je vais vous demander de penser à un animal, n'importe lequel, le premier qui vous vient en tête. Je vais lancer un petit chrono et voilà, vous pensez au premier animal qui vous vient en tête, pas de panique. Alors, je vais demander à ceux qui ont pensé à un animal de compagnie de lever la main. Un chien, un chat, un poisson, un lapin. Alors, un peu plus haut, je vois pas tout. Ok. Ouais, une grosse majorité quand même. Je vais demander à ceux... baissez la main. Je vais demander à ceux maintenant qui ont pensé aux animaux charismatiques de lever la main. Un lion, un éléphant... Ok, une plus grosse majorité encore. Une tortue, une baleine, je sais pas, non peut-être pas une tortue du coup. Une baleine, un lion, ok. Ok, baissez la main, baissez la main. Alors petit aparté là-dessus, c'est pas étonnant. Le lion par exemple, il joue un rôle hyper important dans la culture populaire. Si je dis pas de bêtises, on le retrouve notamment sur le logo de la FIFA ou alors en emblème d'une équipe de football d'Angleterre.
et aussi, vous l'avez tous déjà vu, au début de nombreux films américains. Il y a un chercheur du CNRS qui a calculé qu'on voyait chaque année plus d'images de lions qu'il en existait vraiment dans la nature. Je vous laisse un peu imaginer ce que ça représente. Il y a une autre étude du CNRS qui montre que lorsqu'on interroge les individus sur les conditions de ces grands félins dans les savanes, tout le monde se dit qu'ils vont très bien, qu'ils sont protégés et qu'il leur arrive rien. En réalité, c'est tout autre. On pourrait se dire que plus on en voit, plus ils sont protégés, et en réalité, c'est totalement l'inverse. Et s'il n'y a aucune mesure qui sont prises, ces espèces elles risquent de disparaître de notre vivant, et c'est un peu flippant de se dire que nos enfants ne verront pas de lion en vrai. Voilà. Donc actuellement, ces espèces elles sont en déclin et elles suivent une extinction qui est assez drastique. Alors maintenant, je vais demander à ceux qui ont pensé à un animal commun, type une mouche, un moustique, les trucs qui volent, qui piquent. Il y en a un, il y en a deux. Ok, il y en a bien quand même. Ah oui, d'accord. D'accord. Alors c'est pas étonnant. Alors, vous l'avez remarqué, il y a une minorité qui ont pensé à ces animaux-là, ces insectes. Alors, c'est pas étonnant. Il y a un biais qu'on porte sur le vivant qui s'appelle le biais d'empathie. C'est-à-dire que les humains, on va avoir tendance à avoir plus d'empathie pour les animaux qui nous ressemblent. C'est ce qu'on appelle l'apparentement. On a du mal à exprimer de l'empathie pour quelque chose qui ne nous ressemble pas. Et il n'y a pas de honte à avoir. Je veux dire, même les scientifiques, ils portent leurs recherches sur des lions, des éléphants. C'est sûrement plus intéressant de se préoccuper d'un jaguar que du plancton. C'est un peu logique. Il ne faut pas avoir honte. Alors il y a des outsiders, comme les arbres par exemple. Les arbres, je veux dire, ça ne nous ressemble pas. Et pourtant, dès qu'on se balade en forêt et qu'on voit un arbre grand et majestueux se faire couper, à moins d'avoir un cœur de pierre, on ressent tous un peu de peine, normalement. Alors, faut-il encore qu'il soit grand et majestueux? Parce que si on voit la petite pousse à son pied, on n'aura pas de mal à l'écraser. Et ça, c'est lié au biais d'empathie. Et parmi les espèces qui piquent, et notamment les abeilles et les guêpes, je vais laisser Jean-François vous en parler un petit peu. Oui, d'accord. Alors, en fait, les guêpes, c'est sympa ou pas sympa? Pas sympa. Et pourtant. Et pourtant. Et pourtant. Bon, alors, c'est un peu quelque chose qu'on a appris récemment, hein, parce qu'il ne faut pas se cacher, hein, notre culture, elle est un peu récente. Mais bon, c'est l'histoire des guêpes. Alors, les abeilles, ok, les abeilles, pollinisation, machin, ruche, on ne comprend pas toujours bien pourquoi. ou pas bien les abeilles? Pardon? Ah. Les abeilles, c'est bien, c'est sympa, ça fait du miel, ça pique pas, ça pollinise, tout ça. Voilà. Alors, pourquoi on parle des guêpes? Mais parce que on ne peut pas vous parler de tous les écosystèmes qui sont partout et tout le temps. Alors, on a pris celui-là parce que on voulait vous les rendre sympathiques. Bon, si vous ne les embêtez pas, elles ne vous embêteront pas. Mais ce sont des nettoyeuses. Et finalement, dans la nature qui nous environne, hein, dans toute cette biodiversité, il y a beaucoup de nettoyeurs. Par exemple, les vautours. Les vautours, c'est des nettoyeurs. Il y a des carcasses et tout, tchac, tchac. Il y a des animaux qui meurent, hein, des sangliers, il y a des biches, il y a des vaches, il y a des moutons. Et tout ça, voilà, c'est vraiment bien qu'il y ait des gens qui viennent faire le boulot, des équarrisseurs. Alors, les guêpes, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Elles nettoient, elles font le ménage. Mais en plus, alors là, on a découvert ça. Je ne pense pas que ça vous concerne vraiment tellement, parce que le vin, ce n'est pas forcément votre tasse de thé, si je peux dire. C'est qu'en fait, on n'a pas compris qu'il y avait des levures nécessaires qui ne passaient pas l'année. Des levures nécessaires pour fermenter l'alcool, par exemple. Donc voilà, des domaines importants, hein, parce qu'il y a derrière un engouement pour l'alcool, mais il y a aussi un marché. Enfin, il y a plein de trucs derrière, ce n'est pas qu'une petite histoire. Donc, on a découvert qu'en fait, c'était les guêpes qui stockaient les levures et leur faisaient passer l'hiver. Voilà. Et le restituaient le moment venu. Donc, pour vous dire que peut-être que tout à l'heure, vous allez écraser moins de guêpes que d'habitude. Voilà. Ouais, donc Jean-François, tu l'as très bien dit, on n'a pas assez parlé du rôle des guêpes dans la pollinisation. Et pourtant, c'est ce qu'on a découvert en 2012, l'importance d'une guêpe dans la fermentation du vin, en fait. Et ça, c'est intéressant parce que c'est super récent, je veux dire, ça fait quoi, 22 ans. Ça illustre parfaitement comment les espèces mal aimées, comme vous l'avez tous fait comprendre, jouent un rôle crucial dans nos écosystèmes.
et même dans des processus économiques et culturels importants, comme le processus du vin en France. Et donc pas de guêpes, pas de levure, pas de vin. C'est comme ça. Donc maintenant, alors, depuis 1970, les écosystèmes ils se dégradent plus vite que jamais. Les populations d'animaux sauvages sur terre et sur mer, elles ont décliné fortement et menacent de disparaître pour toujours. La santé des écosystèmes, comme je viens de le dire, elle se dégrade plus vite que jamais, et les scientifiques affirment qu'on est à l'aube d'une 6e extinction de masse. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un système relativement fermé. Alors parfois, il y a quelques météorites qui tombent du ciel et qui viennent nous apporter quelques matériaux assez précieux, mais quand on y repense, la Terre, c'est une grosse boule, et en fait, le système est relativement fermé. C'est d'où la notion de limite planétaire. Et une fois ces limites planétaires dépassées, ça a des grosses répercussions sur nos conditions de vie, sur la biodiversité et sur le climat. Alors la Terre, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a connu précédemment 5 extinctions de masse. Ces 5 extinctions massives, elles ont été très longues, elles se sont produites en moyenne tous les 100 millions d'années et ont duré entre 50 000 et 2,76 millions d'années. Alors, là, on va me dire que la première extinction de masse, elle a anéanti plus de 85% de la population. C'est vrai. Mais la différence avec celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que premièrement, celle-là, elle est extrêmement rapide, et deux, on est les premiers on l'a subie. Non seulement on en est la première cause directe, mais en plus, on l'a subie au quotidien. Il n'y a pas une seule cause du déclin de la biodiversité dont l'humain n'est pas responsable. Il y a entre 8 et 10 millions d'espèces sur Terre et on affirme que près de 1 million d'espèces risquent de disparaître à brève échéance. Alors pourquoi? Quelles sont les causes de ce déclin? C'est ce qu'on va tenter de répondre. C'est le moment de prendre vos téléphones. On va vous demander de scanner les QR codes qui se trouvent sur les murs et également à l'écran. Et la question qu'on vous pose, Jean-François et moi, c'est à votre avis, quelles sont les cause principale du déclin de la biodiversité? Alors on attend tout le monde, pas de stress. Ceux qui ça marche pas, vous regardez sur le voisin, sinon c'est pas très grave. Ceux pour qui ça marche pas, c'est pas très grave, hein. On est fixé déjà. Hein. Est-ce qu'on est bon? Bon, je vous laisse encore quelques secondes. Bon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je pense qu'on est à peu près tous fixés. Ceux qui veulent continuer à répondre, je vous laisse le faire, mais je pense que je vais avancer. Alors, ce qui est bien, c'est que Jean-François et moi, on voulait qu'il n'y ait pas de jaloux. Donc, comme ça, vous avez tous raison, et ça, c'est la belle chose. C'est bien que vous ayez choisi plusieurs choix, parce que vous êtes tous mis à l'évidence qu'en fait, ce sont toutes ces 5 raisons qui sont les causes principales du déclin de la biodiversité. Et c'est ce que je vais tenter de vous expliquer. Donc, en première position, on a les activités humaines qui entraînent la conversion des milieux. Les forêts tropicales, il faut savoir qu'elles perdent chaque année 10 millions d'hectares. De notre vivant, on a pris moins 75% de zones humides. C'est qui ont disparu. Ensuite, on a les prélèvements. Le bois, le braconnage, la surpêche ou encore les trafics d'animaux. Ensuite, on pourrait parler de la pollution, l'usage des pesticides qui a doublé en 30 ans, l'usage également des plastiques qui a fait x10 en 40 ans. Ensuite, on a les espèces envahissantes qui ont fait plus 70%. Je prendrai le temps de vous en parler un peu parce que cette notion ne doit pas être très claire pour tout le monde. Et puis ensuite, on a le changement climatique, qui est sûrement la raison la plus importante, qui altère les habitats. Le dérèglement climatique, il devrait devenir très prochainement la première cause de perte de la biodiversité. Aujourd'hui encore, on n'attribue que quelques extinctions d'espèces au réchauffement climatique. C'est notamment le cas d'un petit rongeur qui vivait entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui n'a pas survécu à la submersion de son habitat et qui a été emporté par l'eau. Et également, on pourrait mentionner le crapaud doré, qui s'est éteint en 1989, en raison de l'augmentation de nombre de jours qu'il y a fait sans brouillard dans les forêts du Costa Rica. Mais les effets sont vraiment en train de s'accélérer. Tout simplement parce que le climat il se réchauffe, plus le climat se réchauffe, plus l'impact sur les espèces est important. C'est un peu comme si, pour nous humains, on était dans une course perpétuelle contre la montre pour essayer de s'adapter aux effets d'un réchauffement climatique qui nous course tous les jours. Alors, je voudrais développer l'idée des conséquences des actions humaines sur la biodiversité. Et pour ça, j'aimerais vous partager une petite expérience personnelle. L'été dernier, je suis parti 2 semaines dans un centre de volontariat au Costa Rica, m'occuper des paresseux. Du coup, j'étais bénévole. Nos activités, elles étaient variées. Ça s'occupait de les recueillir, les nourrir, les soigner et leur construire un enclos. Et
je voudrais vous montrer un petit film afin d'illustrer l'impact de l'homme sur des espèces. Et il n'y a pas que le paresseux, attention, je prends celui-là parce que c'est un exemple qui me tient vraiment à cœur, mais il faut savoir qu'ils sont forcément des milliers, voire des millions comme ça, dans cette situation. Voilà. Bonjour à tous. Je voyage à travers le monde pour filmer les animaux menacés ou en voie de disparition. Avec l'aide de scientifiques autour du globe, je cherche à trouver des solutions pour protéger ces animaux. Aujourd'hui, nous allons au Costa Rica, situé en Amérique centrale. Nous allons à la rencontre des paresseux, une espèce en fort déclin, soumise à des menaces nouvelles. La scientifique que nous allons rencontrer s'appelle Becky Clift. Je m'appelle Becky et j'étudie les paresseux depuis 8 ans ici au Costa Rica. La principale caractéristique d'un paresseux est sa lenteur. Être lent peut présenter des avantages. Un paresseux fait tout ce qu'il peut pour économiser ses calories. Il bouge le moins possible, mais en même temps, il tire de son environnement tout ce dont il a besoin pour assurer sa survie sans dépenser trop d'énergie. Les paresseux vivent dans les arbres. Ils peuplent les forêts en Amérique centrale et du Sud. Lorsqu'ils se déplacent sur les arbres, ils le font très lentement. Ils choisissent avec beaucoup de soin les feuilles des espèces qui lui apportent le maximum de nutriments. Ils ont un système digestif très lent. Et la lenteur de leur déplacement leur sert pour ne pas se faire repérer par leurs prédateurs. Tout est lent chez le paresseux. Tourner la tête, se déplacer, cligner des yeux. C'est pas de la fainéantise, non. Être furtif est un choix, c'est une tactique de survie. Les paresseux ne sont pas attachés à leur territoire. Ils n'ont donc pas à se battre pour le défendre. Les paresseux sont extrêmement difficiles à repérer pour des scientifiques comme moi. Si vous levez les yeux, leur pelage se confond souvent avec l'écorce des arbres. Aussi, vous ne savez jamais si c'est un paresseux, un nid de termites ou juste un tas de feuilles qui bougent avec l'air. Le seul moyen de le savoir, c'est de siffler dans leur direction. Écoutez et regardez sa tête. Vous avez vu? Il réagit. Personne ne sait exactement combien il reste de paresseux en liberté. Ils sont difficiles à comptabiliser car ce sont des animaux qui se servent de leur camouflage. Ils savent donc parfaitement se confondre avec leur habitat. Il existe 6 espèces différentes dans le monde, mais les 2 principales sont au Costa Rica. Les paresseux à 2 et 3 griffes sont totalement distinctes, tant au niveau de leur comportement que de leur biologie. Ceux à 2 griffes ont un métabolisme et des mouvements plus rapides. Ils ont une alimentation plus variée, un poil plus brun et un nez en forme de groin de cochon. Et ceux à 3 griffes sont beaucoup plus lents et plus sélectifs dans leur alimentation. Ils ont le poil gris, une tête de raton laveur et ce sourire permanent si reconnaissable. Pourquoi ce paresseux a-t-il des taches orangées dans le dos? Ça s'appelle un spéculum. C'est une tache qui permet de différencier les mâles des femelles. Le travail de Becky consiste à surveiller tous les jours cette espèce qui a besoin de se déplacer pour éviter la consanguinité. Grâce à des trackers fixés sur leur dos, elle peut les suivre plus aisément. Cela permet aussi d'estimer les populations plus facilement. Et les bébés, sont-ils en danger? Les femelles ont une gestation longue. Quand le bébé naît, il doit être prêt à affronter le monde extérieur. Ses dents sont aiguisées et ses griffes prêtes à le suspendre. Pendant 1 an, les bébés paresseux vont faire l'apprentissage de la vie avec leur mère. Savoir choisir les arbres, les bonnes feuilles et acquérir tous les bons réflexes pour devenir autonomes. Les changements climatiques et la croissance de la population humaine ont un impact très négatif sur les paresseux, tant au niveau de leurs dépenses d'énergie que de leur capacité à se déplacer dans leur environnement. Les travaux de Becky montrent les dangers de la déforestation, de la construction de routes et de l'expansion des villes. Les paresseux ne peuvent plus se déplacer librement. Ils sont renversés par les voitures ou attaqués par des chiens. Ils risquent de disparaître si rien n'est fait pour les protéger. C'est vraiment aussi long que ça. C'est super long, un paresseux.
Donc parmi les 5 grandes causes du déclin de la biodiversité, je voulais vous détailler du coup celle des espèces invasives. Les espèces invasives, pour vous dire ce que c'est, ce sont des espèces qui se sont installées dans un écosystème qui n'est pas le leur à l'origine, qui ont été ramenées par les activités humaines, volontairement ou involontairement d'ailleurs. Et les espèces invasives, elles sont responsables de 60% des cas d'extinction des espèces végétales. Elles coûtent 400 milliards de dollars à l'économie mondiale. Et en fait, en dégradant la santé des écosystèmes, les infrastructures et les champs et les agricultures. En France, les espèces végétales invasives les plus problématiques, c'est la renouée du Japon et la canne de Provence. Et dans nos forêts de l'Île-de-France et du 78 notamment, c'est le laurier palme ou le laurier du Caucase, qui est originaire d'Asie de l'Ouest et de l'Europe de l'Est. Alors, il ne faut pas se fier à ces feuilles vertes brillantes, comme vous pouvez le voir. C'est une vraie plaie. Ils colonisent les forêts, ils forment des peuplements autour des espèces qui essayent de se développer à son pied, et en fait empêchent à ces espèces de capter les rayons du soleil, ce qui entraîne en fait leur extinction. Son feuillage, il nuit du coup à ces espèces, et elles se reproduisent très rapidement parce qu'en fait les graines sont portées par les oiseaux, et en fait ils se reproduisent très rapidement. Donc la prévention de ces espèces, elle est essentielle. Donc il y a 2 étapes. Premièrement, c'est les empêcher de rentrer sur le territoire. Donc ça, c'est un travail de biosécurité qui est mis en place dans les aéroports et dans les ports. Et ensuite, lorsque ces espèces, elles sont déjà présentes, les actions de contrôle sont nécessaires. Et ça, c'est notamment une mission qui est menée par une association qui s'appelle Forest Cleaning, donc je suis membre depuis plus de 2 ans, qui a été fondée par un ancien grand champ, notamment, qui s'appelle Sergel Vals, qui vise en fait à contrôler ces espèces invasives, à les couper et empêcher leur reproduction dans les forêts du département. Est-ce que Jean-François, tu pourrais nous parler un peu du triangle de l'inaction? C'est comment on passe de l'action et comment on fait pour agir. Ah oui. Alors d'abord, je voudrais que vous fassiez bien attention qu'il n'y a pas de... Édouard a parlé du biais de l'empathie, hein, et qu'on avait de la sympathie pour ceux qui nous ressemblaient. Donc il n'y a pas de lien du tout entre le paresseux et Édouard. Hein. Il n'y a rien à voir là. Donc je reviendrai quand même. Il y a quelque chose qui me gêne un peu, parce qu'on a tendance à décrier beaucoup cette agriculture industrielle, ces pesticides et tout ça. Et je voudrais quand même ici témoigner que les paysans, les agriculteurs ont fait un boulot formidable pendant 50 ans, en utilisant des techniques qui maintenant nous ont conduits dans le mur, mais ils ont réussi à nourrir la planète. On est passé de 1 milliard d'habitants à 8-9 milliards, vous voyez. Alors, le constat, c'est qu'aujourd'hui, on est dans le mur. Ça ne marche plus, cette solution-là. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut être ingrat par rapport au travail du monde paysan depuis 50 ans. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que ça ne fonctionne plus. Alors ça, c'était la 2e chose. La 3e chose, tu m'as demandé de parler le triangle d'inaction. Merci Sabrina. Voilà. Donc ça, c'est au cœur de ce moment. Parce que vous êtes combien? 200. On va passer presque 2 heures. Vous voyez, on a investi 400 heures, hein, quand même. Il faut que ça serve à quelque chose. Et ça peut peut-être nous aider à sortir du triangle de l'inaction. Alors, c'est quoi le triangle de l'inaction? C'est, bon là, ça représente, j'imagine en haut l'administration, en bas l'entreprise, et puis là, à droite, qui se pose des questions dubitatives, c'est nous, les acteurs, les consommateurs, nous les responsables de tout, finalement. Parce que Édouard, il a parlé du climat, de pas mal de choses, mais il ne faudrait pas que ça nous déresponsabilise. Hein. Il faut qu'on garde sur les choses qui sont dans notre environnement la notion de responsabilité. On vous a déjà donné pas mal de chiffres. Allez, encore un petit coup, je charge la barque. Mais non, j'aime bien les questions. Est-ce que vous savez combien de cargos, ces espèces de cargos monstrueux qui trimballent des centaines et des centaines de containers qui traversent les océans, qui font des détours incroyables pour des raisons ou d'autres? Est-ce que vous avez un ordre d'idée du nombre de cargos qui sont une formidable pollution à tout point de vue, qui circulent dans le monde? Pas mal, mais c'était mieux tout à l'heure. 50 000.
il y a 50 000 cargos. Alors pourquoi je vous en parle? Ce n'est pas par goût des techniques du transport. Hein. C'est simplement parce qu'ils transportent des choses, j'imagine, pour beaucoup d'entre elles, totalement inutiles, quand elles ne sont pas néfastes ou de mauvaise qualité. Pourquoi achète-t-on toutes ces saloperies? Pourquoi? Voilà. Donc, je ne veux pas parler de renoncement, mais simplement, mais tu avais peut-être envisagé d'en parler un peu plus tard. On en parlera un peu, On en ouais. parlera un petit peu plus tard. Et voilà, ça va vous concerner. Alors, le triangle unilaction. Eh bien, chacun dit, bah oui, c'est les usines. C'est les usines qui polluent, c'est les usines qui produisent des trucs qui servent à rien. Jean-François, colle peut-être ton micro à la bouche. L'administration, là-haut, l'administration, elle ne fait pas rien. Vous avez entendu parler du pacte vert, qui a une difficulté insensée à sortir, alors que le pacte vert, c'est juste que du bon sens et une nécessité impérieuse. Voilà. Alors ça ne sort pas, ça coince là-haut. L'industrie, ben, tant qu'on achète ces produits, je dirais, voilà, je ne suis pas là pour faire de la délation et parler des grands prédateurs, mais enfin, les grands prédateurs, il y a Amazon, il y a les GAFAM, il y a Coca-Cola. Qui les consomme? Qui les utilise? Qui les achète? Nous. Le jour où on arrête de se poser des questions et de dire, mais finalement, ce truc-là, je vais l'acheter, et puis après, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais le jeter, comment je vais le recycler? Parce qu'il y a des grosses mystifications. On parle du recyclage, mais c'est assez bidon. Combien on recycle, en vrai? Mais le fait qu'on recycle, ah ben je rachète des bouteilles plastiques, ah ben je rachète un ordinateur, ah ben je vais recycler. Mais non, on ne recycle pas. Donc tout ça, on s'attend les uns et les autres. Donc nous, modestement, Édouard et moi, eh ben on dit on va sortir de ce triangle d'inaction. Et c'est possible. Alors, tu veux peut-être en parler après, dans le détail, de consommer convenablement ou, oui, on parlera des habitudes de les consommation. mauvaises pratiques. C'est ça que tu as prévu? Est-ce que c'est clair pour vous, le triangle d'inaction? D'une manière triviale, chacun se renvoie la balle. Et il n'y a pas tellement... Il y a les autorités administratives, les entreprises et les industries, et puis les consommateurs. Voilà. Et tchac, tchac, tchac. Alors, ce n'est pas si vrai que ça. Il y a des entreprises qui font des choses. En fait, l'idée, c'est quand même pas se martyriser avec des mauvais résultats, avec des fatalités, en disant on va dans le mur, on ne peut rien faire. Non, pas du tout. Il se fait des choses, il faut simplement le savoir, le connaître, et voir comment on peut y participer. Mais le triangle de l'inaction, c'est pas forcément si radical que ça. Il se fait des choses dans le milieu associatif, dans l'administration, dans les entreprises. Il se fait des choses. Bon, maintenant, on va vous parler du coup de 5 leviers d'action qu'on peut tous mettre en place à notre échelle pour agir. Jean-François, tu voulais commencer avec la petite vidéo pour devenir un ambassadeur AVSF? Ah oui, c'est mignon, ça va nous changer un petit peu. Non, parce que quand on dit on peut agir, on peut faire des choses et tout, oui, mais quoi? Alors nous, on est là vraiment présents, et merci beaucoup, Édouard, pour vous proposer des actions utiles, sympathiques, facile, à votre main, confort, machin. Je peux en dérouler plein. Donc, en particulier, des jeux pédagogiques, parce qu'en fait, on s'aperçoit, les petits, vous avez sûrement des frères, des sœurs CM1, CM2, ils sont hyper intelligents. J'ai l'impression qu'ils sont même plus intelligents que beaucoup de leurs parents. Ils savent, ils ont une sensibilité. Donc, nous, on se dit, on va aller planter notre petite graine là-bas, chez eux, parce que demain, en 2030 aussi, ils seront des adultes, et c'est eux qui vont faire que ça va changer. Ça va changer. Mais effectivement, si on est 3-4 sympas, clampins, là, à aller dans les classes, ça ne va pas le faire. Mais s'il y a une mobilisation de gens comme vous, parce que finalement, on n'a pas été plus mauvais que ça, et on a fait passer des messages, bon. Si on arrive à multiplier, il y aura un vrai résultat. Donc, il faut qu'on sorte du triangle de l'inaction. Donc, on vous passe un tout petit film qui a été fait tout récemment, qui vous montre ce qu'on fait tous les jours.
Vous arrivez à lire cette question? Très bien. Alors, de quoi se nourrissent les vaches? 400. Ouh. Non, par jour. On a fait du chocolat. Le problème, c'est que les personnes comme la famille d'Aminata, les parents d'Aminata, eh ben eux, ils vont pas recevoir beaucoup d'argent pour ce qu'ils ont fait. Bah pourquoi ils font pas une révolution? On a beaucoup réfléchi à la manière dont on pouvait sensibiliser les jeunes. Et on s'est dit, pour les plus petits, il faut vraiment qu'on trouve quelque chose d'un peu ludique. Il faut quelque chose qui se manipule, il faut qu'il y ait peut-être un personnage, un fil rouge qu'on retrouverait dans plusieurs histoires. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir au kit Aminata. Chaque kit est fait exactement de la même manière. On commence toujours notre séance en présentant ce qu'est une association avec un PowerPoint, hein, tout est assez numérique. Ensuite, on a une vidéo dessinée où on voit Aminata en action et on a rajouté des petites capsules C'est pas sorcier, enfin des petites émissions comme ça à l'intérieur de la vidéo pour rendre la vidéo un peu plus riche aussi et qu'elle apporte quand même des informations vraiment scientifiques aux enfants. Et ensuite, on a un PowerPoint qui reprend tous les éléments de la vidéo avec des questions très ouvertes et c'est vraiment le moment d'interaction avec les élèves. On va parler de combien sont payés les parents d'Aminata. Ils travaillent beaucoup, mais au final, est-ce qu'ils sont vraiment assez rémunérés? 18. 18, oui, c'est ça, ça fait 18 centimes. Vous en pensez quoi? Vous êtes étonné de ce prix? Oui, c'est pas trop logique parce que eux ils font presque tout le travail. Aussi que eux ils se révoltent parce que c'est un peu de l'arnaque. C'est comme un peu de l'esclavage. Tu dis ouais vous allez gagner de l'argent parce que ça se vend ultra bien et tout, mais même tu gagnes pas beaucoup d'argent même si ça se vend extrêmement bien. Sinon que tout le monde gagne le même nombre de pourcents, que ce soit eux ils gagnent plus de pourcents, parce que c'est eux les producteurs, sans eux on pourrait pas avoir du chocolat. On a envie de leur faire émerger finalement l'idée du commerce équitable et la plupart du temps les enfants trouvent. Ils trouvent il faut qu'on les rémunère mieux, il faut qu'on oui voilà c'est ça et ça s'appelle le commerce équitable et en fait c'est les enfants qui trouvent. Ensuite, quand on a fini ce moment d'échange, on a le moment de manipulation. Donc pour le kit sur le chocolat, on va faire passer la cabosse, les fèves de cacao. Alors, comment ça s'appelle ça? On a un puzzle qui représente un pesticide qu'il faut rassembler tous ensemble pendant l'atelier. Pour le kit sur l'agriculture familiale et paysanne, on a un jeu avec des petits animaux qu'on a fabriqués pour le kit sur la vache. Et on va également avoir une dégustation de chocolat évidemment avec tous les kits. Donc les 3 kits ont le droit à leur dégustation de chocolat de commerce équitable. On va avoir un dernier moment qui est souvent fait par les enseignants et les élèves plus tard. C'est ce moment de création d'affiches où on essaye de remettre toutes les idées qu'on a apprises pendant l'activité, l'atelier. Je suis persuadée au fond de moi que déjà l'avenir appartient aux enfants et c'est aussi mon rôle d'enseignante de vouloir former les citoyens du futur. Donc ça commence dès le plus jeune âge pour moi et on voit vraiment qu'il y a une très bonne réception des enfants et on sent qu'ils ont envie de faire quelque chose, ils ont envie de s'impliquer. Donc si on peut garder cette graine qu'on a semée et qu'on la fasse grandir chez eux dans les années futures, c'est la plus grande réussite, quoi. Donc ce que vous venez de voir, en fait, ce sont des interventions que l'association Jean-François mène dans des écoles primaires grâce à des kits que vous voyez ici. Le but étant de toucher la sensibilité des jeunes enfants en leur expliquant des idées très simples qui est en fait la culture durable et puis l'empathie sur des notions écologiques. Donc pour ceux qui seraient intéressés, je vous invite à venir me voir à la fin de cette conférence pour peut-être, je ne sais pas, me contacter avec Jean-François et mettre en place ces animations dans des écoles primaires de Versailles. Ça peut être assez sympa. Et puis maintenant, j'aimerais vous parler du coup de 4 autres
leviers d'action, avec l'été qui arrive, je pense que c'est un peu important, qui permettent à tous d'agir à notre échelle. Alors, je suis personne pour vous donner des leçons que je n'applique pas toujours moi-même, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vaut mieux 1 million d'actions imparfaites que d'attendre de tout pouvoir faire parfaitement pour agir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est vraiment d'avoir un ordre de grandeur en tant que jeune sur ce qui a le plus d'impact sur la biodiversité et le réchauffement climatique. Alors, on va pas forcément être très consulté par nos parents s'ils veulent prendre l'avion 2 fois par an, s'ils veulent acheter un gros SUV. C'est pour ça qu'on va vous proposer 4 leviers qu'on peut tous mettre en place à notre échelle et très facilement. On va commencer avec notre assiette. Vous connaissez peut-être la règle des 3 V qui a été mise au point par un docteur en nutrition, Anthony Fardet. Les 2 premiers V, c'est pour vrai et varié, qui vise à bannir au maximum les produits transformés, les snacks, les sodas, etc. Et le varié, c'est pour locaux et de saison. Le 3e V, c'est pour le végétal. Pour vous donner un ordre de grandeur aujourd'hui, le bétail, il pèse 3,5 fois plus que tous les êtres humains de la planète. Il y a 15 fois plus de bétail dans le monde que de mammifères sauvages. Plus d'un tiers de la surface du globe est dédiée à l'agriculture et à l'élevage. La production animale, en 50 ans, elle a été multipliée par 6. En fait, on ne fait pas de l'élevage pour nourrir le monde, mais pour nourrir les consommateurs des pays riches qui mangent trop de viande et qui en meurent. En France aujourd'hui, on est autour de 80 kg de viande par an et par habitant. Alors que dans les pays d'Afrique, on est autour de 20 kg. C'est pas qu'ils n'ont pas de nourriture, c'est qu'ils mangent moins de viande et qu'ils compensent par d'autres aliments. Et d'ailleurs, ils sont en largement meilleure santé que nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que la production de viande, elle contribue à l'épuisement des ressources en eau et est le principal moteur de déforestation dans le monde, en plus de générer des gaz à effet de serre. Les causes et conséquences du réchauffement climatique, elles peuvent encore certainement échapper à notre perception. Imaginez, vous êtes en train de dévorer un steak et pourtant il n'y a pas un seul nuage de dioxyde de carbone pour vous expliquer son rôle dans le réchauffement climatique. Alors, on ne dit pas de plus du tout manger de viande, encore une fois. C'est pas ça la question. La question, c'est d'en manger moins, mieux et de compenser avec d'autres aliments qui ont moins d'impact et qui sont meilleurs pour notre santé, si c'est pas beau. Ensuite, on aimerait vous parler de la penderie. Alors, la penderie, c'est l'industrie de la mode, elle pose plusieurs problèmes. D'abord par le volume et par la quantité. En 20 ans, la production textile, elle a presque doublé et elle a anticipé qu'elle triple d'ici 30 ans. Ensuite, l'industrie du textile, elle a un impact environnemental considérable à différentes échelles. De la production, de la récolte de la matière première. Aujourd'hui, il y a 25% des pesticides mondiaux qui sont utilisés pour la production de coton. Également la production de polyester qui est faite à l'aide d'énergie fossile. Donc voilà, le schéma que vous voyez ci-contre, il montre l'impact environnemental des achats textiles d'un Européen, son empreinte carbone bien sûr, mais aussi toutes les externalités sur la consommation en eau et sur les matières premières. Selon une étude de l'ONU, la production mondiale de vêtements, elle est responsable de 20% du gaspillage d'eau et représente environ 10% des gaz à effet de serre. C'est des chiffres qui sont comparables en fait à l'industrie du pétrole. Du coup, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'à chaque fois qu'on a envie d'un nouveau vêtement, et moi le premier, attention, c'est qu'on imagine le monde du coup comme une grande penderie et qu'on se dise, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'il n'y a pas une alternative plus près de l'Europe que de l'Asie, dont les vêtements ont été faits dans des conditions plus éthiques, parce que c'est aussi un sujet, et voilà. Et à défaut, acheter ce même vêtement en seconde main. Alors attention, la seconde main, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter plus, mais c'est une super alternative à acheter du neuf. En anglais, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est le terme qu'on entend partout, c'est le terme de sobriété. En anglais, ça se dit sufficiency. Et parfois, c'est important de se dire que ce qu'on a, ça suffit. Jean-François, tu voulais nous dire un petit mot sur la technologie, peut-être? La technologie oui, alors, je reviens parce que ce que tu viens de dire est fondamental là, sur les fringues. Les fringues, c'est compulsif, c'est n'importe quoi. Est-ce bien raisonnable quand vous voyez dans le métro une publicité, une petite robe à 8,50 €? Est-ce qu'il faut l'acheter ou pas l'acheter? À mon avis, ça sent assez mauvais, ça. Hein? Elle a dû sortir à 20 centimes de l'usine, fabriquée sans doute
Alors, des enfants dans les conditions... les gens, ils dorment dans l'usine. Hein. Quand on achète une petite robe comme ça, il faut penser aux gens qui travaillent 12 heures par jour et qui dorment sur place. C'est quasiment des esclaves. Ça, quand même, ça doit être possible de se dire ça. Après, il y a la question du recyclage, parce que le recyclage, vous avez soit ce que vous allez donner à une recyclerie qui va le redonner à quelqu'un, ou à Emmaüs, ou enfin à des gens vertueux, ou alors vous mettez ça dans un bac, c'est commode, là, tchac, et puis ça part sous forme de ballots énormes, de plusieurs mètres cubes, et ça part en Afrique. Et ces ballots sont vendus à vil prix, et sur un ballot de 400-500 vêtements, il va y avoir un qui va peut-être avoir une valeur marchande, une chemise, un pantalon, quelque chose. Voilà. Et tout le reste, eh ben, c'est la poubelle de l'Afrique. C'est notre poubelle. Donc, je pense que c'est difficile quand on fait un achat. Alors, je vous parlais tout à l'heure des 50 ans de marketing et de publicité. Mais on y est toujours. On y est toujours. Vous voyez, ces publicités, elles devraient être taguées, elles devraient être... C'est tout à fait inhumain. Voilà. On est dans des choses qui sont assez fascinantes dans notre quotidien. Tout ça, c'est des produits qui donnent envie. Mais bon, je crois qu'il faut réfléchir un tout petit peu. Alors, tu voulais parler peut-être de la pollution des plastiques. Ça, c'est un sujet... J'en parle juste après. Peut-être faire un petit mot sur la technologie, s'il te plaît, Jean-François. La technologie, vous en savez plus que moi. Scroller, streaming, data center, là aussi. Tout ça, il faut se poser des questions. Quand on conserve des photos inutiles, des films pas terribles, et que tout ça, mais ça ponctionne de l'énergie. Les data centers, vous voyez bien ce que c'est. La valeur d'un terrain de football avec des ordinateurs à perte de vue, des quantités d'eau considérables pour refroidir ces machines. Voilà. Mais bon, après, on est tous dans ce bain-là. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Voilà, moi je pense que sur les technologies, c'est tellement évident que je n'en dirai pas beaucoup plus. Je laisse. Je vais peut-être ajouter un mot. La production des équipements numériques, elle représente la part la plus importante de l'impact environnemental du numérique, avec environ 80% des gaz à effet de serre. Quand vous aurez envie de changer de téléphone, demandez-vous s'il ne peut pas tenir jusqu'à Noël et votre anniversaire cette année ou l'année prochaine. La production, la fabrication d'un téléphone mobile, elle nécessite l'extraction et le traitement de nombreuses ressources naturelles, notamment des métaux rares qui peut entraîner la destruction d'habitats naturels, contribuant ainsi en fait à la perte de la biodiversité, en plus d'être énergivore et de générer de nombreux gaz à effet de serre. De plus, la fabrication des composants électroniques et de l'assemblage du téléphone, elle demande également beaucoup d'énergie en eau et cela peut exacerber la pression en fait sur les consommateurs, sur les ressources hydriques déjà limitées. Pensez aussi que le téléphone up recyclé et les fers recyclés, c'est important. Ça permet aussi consommer moins de streaming, plutôt en Wi-Fi qu'en 4G. Ces données, elles sont stockées, en fait, elles sont traitées dans des centres de données, comme a dit Jean-François, qui sont des data centers, qui consomment une quantité considérable d'énergie. Ensuite, j'aimerais vous parler des déchets. Alors, tout ce qu'on produit sur Terre finit dans les océans. On a tendance à voir les océans et les mers comme d'énormes espaces démesurés, mais en fait, ça en fait juste une poubelle XXL, dans laquelle chaque minute, on déverse l'équivalent d'un camion poubelle de déchets. Vous connaissez tous notamment le 7e continent, qui est en fait un vortex de déchets lié directement aux activités humaines et à l'augmentation de la cause plastique. Alors, un petit mot pour les fumeurs. Chaque mégot jeté par terre, il finit sa course inévitablement dans l'eau et en pollue 500 litres. Sans parler des risques d'incendie et pour la santé s'il est jeté par terre. Un cendrier de poche, ça coûte rien. Je sais qu'il y en a beaucoup à Versailles qui font ça, qui utilisent un cendrier portable. C'est très bien. Et si vous êtes dans la rue, vous finissez votre clope, vous jetez votre mégot dans une poubelle à 10 mètres, ça coûte rien et ça économise 500 litres d'eau polluée. Aujourd'hui, le plastique à la surface de la Terre, il pèse autant que toute la biomasse animale. Ça, c'est la réalité de la consommation plastique. C'est pas étonnant qu'on en trouve partout sous la forme de microparticules. Et on va voir un petit film en fait pour illustrer ça. This is the story of 3 plastic bottles, empty and discarded.
Their journeys are about to diverge, with outcomes that impact nothing less than the fate of the planet. But they weren't always this way. To understand where these bottles end up, we must first explore their origins. The heroes of our story were conceived in this oil refinery. The plastic in their bodies was formed by chemically bonding oil and gas molecules together to make monomers. In turn, these monomers were bonded into long polymer chains to make plastic, in the form of millions of pellets. Those were melted at manufacturing plants and reformed in molds to create the resilient material that makes up the triplets' bodies. Machines filled the bottles with sweet, bubbly liquid, and they were then wrapped, shipped, bought, opened, consumed, and unceremoniously discarded. And now here they lie, poised at the edge of the unknown. Bottle 1, like hundreds of millions of tons of his plastic brethren, ends up in a landfill. This huge dump expands each day as more trash comes in and continues to take up space. As plastics sit there being compressed amongst layers of other junk, rainwater flows through the waste and absorbs the water-soluble compounds it contains, and some of those are highly toxic. Together, they create a harmful stew called leachate, which can move into groundwater, soil, and streams, poisoning ecosystems and harming wildlife. It can take bottle 1 an agonizing 1,000 years to decompose. Bottle 2's journey is stranger, but unfortunately no happier. He floats on a trickle that reaches a stream that flows into a river, and a river that reaches the ocean. After months lost at sea, he's slowly drawn into a massive vortex where trash accumulates, a place known as the Great Pacific Garbage Patch. Here, the ocean's currents have trapped millions of pieces of plastic debris. This is one of 5 plastic-filled gyres in the world's seas, places where the pollutants turn the water into a cloudy plastic soup. Some animals, like seabirds, get entangled in the mess. They and others mistake the brightly colored plastic bits for food. Plastic makes them feel full when they're not, so they starve to death and pass the toxins from the plastic up the food chain. For example, it's eaten by lanternfish. The lanternfish are eaten by squid. The squid are eaten by tuna. And the tuna are eaten by us. And most plastics don't biodegrade, which means they're destined to break down into smaller and smaller pieces called microplastics, which might rotate in the sea eternally. But Bottle 3 is spared the cruel purgatories of his brothers. A truck brings him to a plant where he and his companions are squeezed flat and compressed into a block. Okay, this sounds pretty bad too, but hang in there. It gets better. The blocks are shredded into tiny pieces, which are washed and melted so they become the raw materials that can be used again. As if by magic, Bottle 3 is now ready to be reborn as something completely new. For this bit of plastic with such humble origins, suddenly, the sky is the limit. Voilà, on arrive à la fin de cette conférence. On aimerait vous laisser avec une phrase avec Jean-François qui est que nos choix individuels, ils peuvent sembler insignifiants, mais agrégés ensemble, ils constituent des solutions énormes, à très fort impact, et il ne faut jamais sous-estimer son rôle. On était venu ici avec 2 objectifs. C'était vous faire comprendre le rôle de la biodiversité et que sans biodiversité, il n'y avait pas d'humanité. Et le deuxième, c'est qu'on a tous un rôle à agir. En tant que citoyens, on a tous un rôle, on doit remplir notre devoir pour agir contre un danger qui nous menace tous et celle de nos futurs enfants. On va pouvoir prendre vos questions. Merci beaucoup. S'il y en a qui ont des questions, vous pouvez lever la main, on va vous amener un micro. Lorraine. Alors c'est une très bonne question. Pour ceux qui n'ont pas entendu, on me demandait qu'est-ce qui, moi, à la base, m'a fait m'intéresser à ce sujet.
Alors j'ai eu la chance de faire de nombreuses expériences, comme celle du Costa Rica dont je vous ai parlé, et notamment être membre d'associations. Tout ça, en fait, à répétition, a créé une sorte d'engagement en moi que je trouve hyper intéressant de partager, parce que si je me dis que moi, j'ai réussi à m'intéresser à ce sujet, c'est que tout le monde peut le faire, en fait, et c'est quand même un truc qui est super intéressant. Et encore une fois, c'est grâce aux associations, à l'association de Jean-François, conférences qu'ils ont animées, mes recherches sur Internet, mes lectures personnelles également, qui ont donné du sens à mes engagements. Je pense que quand on aime quelque chose, je pense qu'on aime tous voyager. Quand on aime voyager, par exemple, on aimerait pouvoir faire partager ça à nos enfants. Et on doit se battre pour ça. Et je pense que c'est important de créer tous un engagement collectif, histoire qu'on garde le monde qu'on aime tant et qu'on puisse le faire découvrir aux futures générations. Est-ce qu'il y a d'autres questions, par chance? Ouais. D'après toi, s'il y a une chose de notre quotidien qu'on devrait faire mieux pour l'écologie, ce serait quoi? C'est une très bonne question. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Que Jean-François, tu voudrais répondre à celle-là? Écoute, je crois que c'est de faire des choses qui te font plaisir, qui te donnent une envie jubilatoire, en sortant de cet univers dans lequel on nous a formatés. Je reviens sur mes 50 ans de marketing et de pub. Ce cynisme absolu dans lequel on a réussi à nous piéger en disant « mais si, achète ça, mais si, ça c'est utile, mais ça c'est indispensable ». Alors, il y a un mot, tout le monde m'engueule quand je l'utilise, c'est celui du renoncement. Mais renoncer, c'est un bonheur, c'est une chance, pouvoir renoncer, vous voyez. Le renoncement à la cigarette que vous n'achetez pas, la bouteille plastique que vous n'achetez pas, le coca que vous n'achetez pas, le truc sur Amazon. Ah, j'ai tout de suite besoin, tout de suite. Non, non. Il y a des médiathèques, il y a des bibliothèques. Il n'y a pas besoin de se précipiter sur Amazon. Mais on est tellement... Moi, je vais vous dire, je ne sais pas si c'est le temps des confidences. J'ai des amis qui ont un parcours intéressant, qui sont cultivés. Et ils rentrent du Japon. Et ils repartent jouer au golf à Marrakech. Et toute leur vie, aujourd'hui, elle est faite de gestes comme ça, totalement nuls. Voilà. Et est-ce que je vais me fâcher avec eux? Mais on en est là. Voilà, on en est quand même à un moment de radicalisation. Alors, je ne réponds pas du tout à ta question. Je peux y répondre en disant, engagez-vous au niveau individuel, familial. OK, ça c'est bien, mais les bonnes pratiques, vous les connaissez. Il faut simplement vous dire que c'est utile, comme l'a dit très bien Édouard. Mais au-delà, si vous voulez, du plaisir de participer à ce monde agroécologique, de participer à cette réduction de la consommation de viande, de résumer aussi réduire le glyphosate et tout ça. Tout ça, c'est à portée de main. Alors en plus, on vous propose de jouer un rôle d'animateur dans les petites classes de primaire, dans votre environnement, près de chez vous, facile. Alors, le film qu'on vous a montré, il a été fait au moment du Covid, hein, il n'y a pas de secret, hein, avec les masques. Vous voudriez peut-être écouter la réponse, s'il vous plaît, peut-être. On a bientôt fini. Et donc, ce film, il date un peu, et c'est rigolo parce qu'en fait, c'est les profs qui parlent. Alors, on en a fait un autre depuis, c'est les enfants qui parlent. Et c'est beaucoup plus charmant, et je pense que ça vous aurait convaincu. C'est un très bon moment. C'est un très bon moment de passer 1 heure dans une école avec des petits qui sont géniaux. Alors, vous pouvez leur parler du commerce équitable. C'est extrêmement important, le commerce équitable. Vous voyez, pour répondre à ta question, si tu veux acheter équitable ou inciter tes parents, enfin, je ne sais pas, ceux qui achètent, acheter équitable, c'est énorme. Ça, c'est l'objet d'une conférence. Vous voyez, on a déjà plein de sujets à partager, pas forcément dans des configurations exceptionnelles comme aujourd'hui, mais par petits groupes de 10, 15. Pourquoi il n'y en a pas qui s'intéresseraient plus aux objectifs du développement durable? On a parlé de l'agroécologie, on parle de ces actions pédagogiques. Voilà, donc on peut reprendre, avec ceux qui se sentiraient motivés, on peut reprendre rendez-vous.
Voilà, alors c'est la réponse que je peux apporter. J'ai pas de réponse à t'apporter. Il n'y a que toi, en fait, qui peut voilà, t'interroger sur ce qui te ferait le plus plaisir pour ne pas se laisser comme ça, comme des moutons, continuer à consommer. Voilà, pour résumer ce que dit rapidement Jean-François, il y a une phrase que j'aime bien, moi, qui est que l'homme est plus dépendant de la biodiversité et de la nature que la nature l'en est. Voilà, je trouve que c'est une bonne phrase de fin. Hein. Sauf si il y a d'autres questions, peut-être, je sais pas. Ouais. Le micro. Attends. Est-ce que toi, tu arrives à appliquer ce que tu nous as dit comme conseil par rapport, par exemple, à manger mieux en tant que lycéen et pas avoir forcément le temps C'est une bonne question. Alors, encore une fois, il faut 1 million d'actions imparfaites sont mieux de tout attendre de pouvoir faire correctement pour agir. Moi, à mon échelle, je m'engage. Pour ce qui est de l'assiette, j'essaye de faire attention au maximum à ce que je mange. Ça fait des mois qu'on n'a pas mangé de viande rouge, par exemple, à la maison. On essaie de contrebalancer au maximum. Malheureusement, je ne suis pas parfait. Je prendrais par exemple l'exemple de la penderie. C'est un exemple que j'essaye c'est une limite que j'essaye de me fixer. Alors que ça demande des efforts à tout le monde en réalité. Encore une fois, comme je vous ai dit, hein, je suis pas celui qui va tout faire parfaitement à 100%. Mais encore une fois, vaut mieux tous en faire un peu que pas du tout. Merci beaucoup. Encore une question? Baba, encore une question, s'il te plaît. Il y a quelques jours, la France a voté pour Jordan Bardella en tant que député européen. Et en 2021, s'il vous plaît, en 2021, une loi a été votée. Attends, est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Ouais. Tu peux lever peut-être? Je sais pas où t'es. Il y a quelques jours. Super. Il y a quelques jours, la France a voté pour Jordan Bardella en tant que député européen. Et le RN a voté en 2021 contre une loi pour le climat en Europe. Et j'aimerais savoir quelle est votre position, enfin l'association, face à cette nomination. Ouais. Alors, j'ai peur qu'on sorte un peu du sujet, malheureusement. La réponse que je peux t'apporter, c'est qu'aujourd'hui, l'écologie, elle doit être présente dans tous les débats. Tu parlais de politique. À mon avis, il ne faut pas être de gauche ou de droite pour parler d'écologie. Je veux dire, on peut voter à droite, on peut voter à gauche. Dans tous les cas, l'écologie, c'est quelque chose qu'on partage tous et qui nous affecte tous. On boit tous la même eau, on mange tous la même nourriture et on respire tous le même air. Passez-moi ça. Ouais, je sais. Vas-y, lève-toi. Merde, l'hôtel. J'aimerais parler du désastre d'IKEA. Est-ce que tu connais ou pas le IKEA? Donc, c'est un arbre qui est coupé toutes les 2 secondes, je crois, et seulement 20% de leur bois est coupé dans des zones réservées. En fait, je voulais parler de la déforestation parce que t'es vite passé sur le sujet et leur impact sur la biodiversité. Un peu ambigu la question. Non, mais tu soulèves une très bonne question qui est le sujet de la déforestation. On l'a dit, les activités humaines, les prélèvements de bois, c'est une des causes majeures du déclin de la biodiversité. C'est un peu le sujet d'expertise de Jean-François. Peut-être que tu veux répondre à la question de Melchior. Oui, enfin, rapidement peut-être. C'est complexe parce que effectivement, on est
confrontés à deux machines de guerre. La forêt, c'est une machine de guerre fabuleuse, incroyable, hein, dans tout ce qu'elle a de capacité, Édouard l'a dit, à filtrer l'eau, à séquestrer le carbone. Et puis une deuxième machine de guerre qui est Ikea, qui fait des produits extraordinaires, très bien dessinés, très bien vendus, très bien. Et donc là, il faut qu'on choisisse laquelle. Hein. Et donc je crois que ta question correspond à la réponse, quoi. Mais seulement, les meubles Ikea ne durent que 15-20 ans, donc c'est aussi un gros problème. Merci, Melka. Allez, super. Encore une question? Une dernière question, la dernière, on va pouvoir le laisser, ouais. Alors, déjà, merci, parce que c'était très concis. Bon, merci. Même si 2 heures, c'est un peu long. Je vais faire un peu l'avocat du diable, mais tu nous as parlé du coup de consommer plutôt local, d'éviter d'acheter des produits pas chers. Mais encore une fois, c'est aussi une question actuelle. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir acheter. Je sais que ici, je pense dans cette salle, ce ne sera pas forcément le plus gros des problèmes. Mais autre part, parce qu'il faut aussi faire une question qui touche à peu près tout le monde. Donc les gens qui n'ont pas les moyens, quelles solutions vous apportez, enfin vous deux, et toi, vous apportez pour avoir un meilleur, des meilleures actions, mais sans pour autant engager de l'argent qui parfois peut être difficile à trouver pour la plupart des gens. Alors, je suis entièrement avec toi, c'est complètement un sujet d'actualité. La réponse que j'aimerais t'apporter, déjà, c'est que je pense que c'est à la portée de tout le monde, en fait, d'acheter des légumes. On sait très bien que les légumes, aujourd'hui, coûtent moins cher que de la viande. Et tu viens de soulever la question qui était de l'assiette. Or, j'aimerais te rappeler que lors de cette conférence, on a soulevé d'autres leviers d'action. Et lorsqu'il n'est pas dans notre capacité d'en résoudre un, pourquoi pas se pencher sur d'autres? Tu soulèves le coût de l'argent. On a parlé par exemple de jeter sa cigarette dans les poubelles. Déjà, ça serait bien d'arrêter de fumer. On sait très bien que les cigarettes coûtent une fortune. Et peut-être acheter à la place des légumes et peut-être moins de viande. Donc en fait, la réponse que j'aimerais apporter, c'est que si on n'est pas dans la capacité de résoudre un de ces problèmes, pourquoi pas en trouver d'autres? Parce qu'il n'y a pas qu'un problème à résoudre et qu'il y en a plein, on est confronté à plein de problèmes et on est tous en capacité d'en résoudre un ou plusieurs à notre échelle. Oui, je crois que Édouard... Édouard a tout à fait raison de souligner cet aspect parce que effectivement, c'est en fonction de la sensibilité de chacun. Hein. Il y en a qui vont se rentrer chez eux et qui vont s'intéresser à leur dressing, d'autres à leurs réseaux sociaux, d'autres à l'assiette. Les légumes, tu as parfaitement raison. Tu fais un potage de légumes pour une famille pour plusieurs jours pour 4-5 €. Est-ce que vous avez déjà fait des soupes d'ortie? Bon, magnifique, c'est délicieux, hein, vous êtes d'accord, c'est délicieux. Donc je pense qu'il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas de solution. Il y a simplement l'idée de bouger, éventuellement rejoindre des associations, la nôtre ou une autre. Mais il y a d'incroyables possibilités pour sortir du triangle de l'inaction. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et merci pour vos questions. C'était un grand moment. On est très content d'avoir pu mettre ça en place avec Jean-François. Pour ceux qui aimeraient aller un peu plus loin, qui ont encore des questions, vous avez encore une journée pour venir me voir. Sinon, vous m'envoyez un message. Mais merci encore d'être là. Vous pouvez sortir, on va vous laisser en chanson. Parce que comme tout bon meeting, on aimerait vous laisser en chanson. Ah, c'est pas la même chanson. Un peu con, là, c'est un peu... Merci à tous. Il y a urgence. 2030, c'est demain. Ouf! Vous pouvez à présent enlever vos masques. Il est grand temps de nous retrousser les manches.